et pourtant ça mérite d'être rappelé, ne se fera pas dans un vide, que l'infrastructure finalement dans laquelle les entreprises tentent de décarboner importe énormément. Ma ressource personnelle en la matière, c'est Michael Porter, le grand gourou de la stratégie qui en 2011 en parlait déjà. Il parlait de valeurs partagées. Valeurs partagées en rappelant que finalement l'écosystème dans lequel nous existons, ça sera à la fois potentiellement notre rêve et notre cauchemar, notre capacité à y réussir ou notre capacité à échouer tous collectivement. Je pense que c'est une façon assez judicieuse de terminer cette journée pour essayer de se poser les questions de cet écosystème de transport, des villes, des territoires, des infrastructures, avec 6 invités. Monsieur Michael Mott, consultant-chercheur à Bartol, merci d'être avec nous. Monsieur Stéphane Courtois, Head of Marketing... Non, pardon. Stéphanie. Mille excuses. J'ai voulu aller trop vite et voilà ce qui se passe. Madame Stéphanie Courtois, Head of Marketing à Brinks. Madame Catherine Guerniou, vice-présidente déléguée de la CPME. Madame Pénélope Legault, directrice du développement durable chez FM Logistique. Monsieur Pascal Marty, le président du directoire de Port de Bayonne, et Madame Élodie Piquant, la directrice de la business unit de car sharing Free to Move chez Stellantis. Le tout animé par Karine Dunogier, directrice de l'activité ville chez Ingérop. Merci beaucoup à tous d'être avec nous. Chère Karine, la parole est à vous. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde, cette dernière table ronde. Et donc déjà, je commence par remercier les courageux qui sont encore parmi nous. Donc merci d'être là pour nous. C'est une table ronde qui est consacrée à un défi qui est à la fois stratégique et collectif, la décarbonation des transports. Alors la décarbonation des transports, pourquoi? Et je trouve ça particulièrement bien que ça soit en clôture parce que c'est un sujet d'importance. Les transports pèsent aujourd'hui encore 31 à 32% des émissions de gaz à effet de serre en France. Si dans les dernières années, une baisse de nos émissions sur le volet des transports s'est amorcée, elle est somme toute très lente. Et nous ne sommes pas sur la trajectoire finalement engagée, souhaitée lors de la signature des accords de Paris. Certains disent qu'il faudrait multiplier par 4 notre effort de décarbonation des transports pour atteindre l'objectif de 2030, à savoir une diminution de 28% par rapport à 2015 de nos émissions de toute la branche des transports, et pour bien sûr essayer d'être sur la trajectoire d'une décarbonation complète à l'horizon 2050. Alors quelque part, nous sommes à une période charnière. Nous sommes face à des infrastructures saturées. Nous sommes face à un impératif climatique. Je pense que les jours que nous vivons actuellement nous montrent à quel point c'est réel maintenant. Et puis, nous sommes tous confrontés à des évolutions réglementaires nombreuses qui sont notre quotidien. Alors, cette table ronde, aujourd'hui, c'est une exploration que nous vous proposons au travers de solutions concrètes qui vont au-delà de la question de la décarbonation des énergies qu'on utilise pour déplacer nos véhicules. On va explorer la mutualisation, les synergies, la coopération entre nous et les changements de nos pratiques. Parce qu'effectivement, la simple électrification de l'ensemble de notre flotte ne nous permettra pas de faire plus vite. Ça, on va le dire en préalable, comme ça c'est réglé. Donc du coup, j'ai le plaisir, comme vous nous le disiez juste avant, d'être accompagnée, de ne pas être seule pour cette table ronde. Et je suis bien accompagnée par une équipe extrêmement engagée et diversifiée qui va finalement du monde de la recherche jusqu'aux gens du terrain qui exploitent et qui ont des entreprises à diriger. Et donc, pour commencer cette table ronde, je passe la parole à Michael Mott. Michael, je voudrais que tu nous proposes une petite prise de hauteur pour qu'on comprenne bien l'importance l'enjeu de cette décarbonation. Merci Karine. Alors effectivement, donc moi j'ai la double casquette à la fois travailler dans un cabinet de conseil et d'être chercheur au CRETLOG, qui est un laboratoire de recherche de Aix-Marseille Université. Alors je pense que en rebondissant sur ton introduction, en vous remerciant d'être là, c'est d'abord parce que vous avez compris l'intérêt de la décarbonation du transport. Il est double. D'abord, 30%
c'est un des premiers postes, et de toute façon, il est significatif. Et si on prend le transport de marchandises, c'est à peu près 40% de ça, ça fait entre 12 et 15% du total. Donc c'est significatif. Mais au niveau de l'entreprise, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que la décarbonation du transport, elle est ultra concrète, à la fois comme objectif et à la fois en termes de réalisation. Donc quand on lance une démarche RSE, un des sujets, c'est souvent l'appropriation, le déclenchement, et le transport est un très bon levier. On a des résultats rapides. Ce qu'on appelle souvent dans le conseil les quick wins. C'est important. Les premières entreprises, Vuitton par exemple, avait été très célèbre sur une bascule de l'aérien au maritime. C'est ultra concret, c'est ultra rapide. Alors effectivement, le transport, en plus, il a des impacts directs très visibles. Ça, c'est le premier point. 20% des véhicules en Ile-de-France sont des poids lourds. Et en termes de congestion, donc d'émissions indirectes, c'est énorme. En direct, le transport, en plus, c'est un secteur dont un tiers du coût, en général, alors ça c'est un résumé rapide, c'est vrai que ça va dépendre entre les petits camions et les gros camions, mais un tiers du coût, c'est du gasoil. Je parle du camion parce que le camion est aussi, en termes de transport, la première cible quand on parle de décarbonation, sachant qu'on parle ici plutôt de ville, on ne va pas parler de l'aérien. Donc avec un tiers de son coût en gasoil, on a un impact assez direct. Alors, avant de passer la parole aux autres, ou même de travailler déjà sur les optimisations, et ça complète ce qui a été dit tout à l'heure par Géodis sur les optimisations en décarbonation, moi je reviens juste au niveau au-dessus, qui est l'optimisation du transport en général. À partir du moment où on dit que 30% des coûts, c'est du gasoil, donc de l'émission. Si on regarde l'optimisation du transport, eh ben, on est assez rapidement sur l'optimisation et la réduction d'émissions. Donc il y a 4 grands moyens d'optimiser le transport. Le camion lui-même, ou le train, ou le bateau, son efficacité. Alors là, on voit directement, on a des gains énormes depuis quelques années sur le camion qui a baissé sa compensation de plus de 20% en 20 ans. Ensuite, il y a classiquement, mais ça les transporteurs le savent très bien, ou les industriels, le taux de remplissage, le nombre de kilomètres à vide et l'optimisation des distances. Ça, c'est le b.a.-ba de tout le monde. Le troisième point, qui peut être le premier aussi, c'est le bon choix du bon moyen de transport. Il faut savoir que malheureusement, les transports les plus efficaces sont souvent les plus chers, soit en euros, mais aussi en émissions. Donc l'avion ou le camion sur la route, par rapport au train et au bateau. Et enfin, le dernier point d'optimisation d'un transporteur, et là je parle même aux chauffeurs, c'est la congestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les camions passent beaucoup de temps, notamment dans les centres-villes, en livraison, à générer ce qu'on appelle des stops. C'est le fait de s'arrêter souvent. Donc voilà, on a un panorama là d'optimisation, et c'est important de l'avoir en tête pour après parler de décarbonation. Je rebondis sur ce panel de solutions. Si vous y aviez un sujet, 2 sujets à investiguer plus spécifiquement pour agir plus vite sur cette décarbonation des mobilités, vous iriez vers quoi ? Alors déjà au niveau de la gestion du changement, je pense que tous les sujets sont importants par cette logique de quick win. Mais s'il y en avait 2 à retenir. Alors le premier, c'est de faire confiance aux professionnels, c'est-à-dire que les logisticiens, on a un certain nombre de logisticiens ici, par essence, vont avoir intérêt à réduire leur empreinte. C'est tout bête. Depuis que le camion existe, en augmentant le taux de remplissage, en réduisant la consommation de gasoil, donc les émissions, eh bien, on améliore son résultat. Donc il y a un intérêt direct. Donc effectivement, les logisticiens l'ont toujours fait. FM a un bel exemple de pooling. On en a parlé aussi tout à l'heure. Le pooling, c'est le fait de regrouper. Aujourd'hui, un hypermarché, il est livré en camion complet depuis des entrepôts. Ça a été hyper optimisé. En revanche, je pense qu'un des axes additionnels, moi, que je trouve intéressant, c'est de oublier un peu le camion, le moyen, et de se concentrer sur le colis. Parce qu'en fait, ce qui pollue dans un moyen de transport, c'est pas spécialement le moyen de transport lui-même, mais finalement, c'est ce qu'il y a dedans. C'est le fait de transporter des commandes pour des entreprises qui génèrent un transport. Donc, si on a en tête qu'une pharmacie en centre-ville en France va être livrée par environ entre 5 et 10 camions par jour. Vous avez 5 à 10 camions qui s'arrêtent dans une ville pour une pharmacie. Donc les conséquences en termes d'émissions sont énormes.
la congestion évidemment, mais le fait que chacun de ces camions fait 40 arrêts. C'est énorme. Et ça veut dire qu'ils font, à partir du 20e, ils sont à moitié vides. Mais dès le premier, ils sont à 39e plein seulement. Donc on a effectivement là une logique d'optimisation par les colis qui est, à mon avis, un enjeu majeur, un enjeu de transformation et de collaboration. Si les entreprises, alors elles y arrivent en système fermé, l'exemple de FM le montre, et si les entreprises arrivent à mieux mutualiser, à mieux penser leurs commandes, et là on n'est plus au niveau du transport, mais véritablement de la commande, on va pouvoir encore atteindre un nouveau palier d'optimisation au-delà de ceux qui ont déjà été faits par les transporteurs. Merci Michael. Du coup, j'ai envie de poser la question à Pénélope. Pénélope Lego, donc de chez FM Logistique. Vous avez donc pensé depuis longtemps des mutualisations à grande échelle et vous en avez la pratique. Est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu ce que a commencé à nous ébaucher Michael, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens dans la salle. Avec plaisir. Donc, rapidement, je vais juste repositionner FM Logistique pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. FM Logistique, c'est un acteur donc, de la logistique, comme son nom l'indique, français, familial et très engagé pour une supply chain plus durable. On est présent dans une quinzaine de pays dans le monde et principalement en Europe. Et quand je vous disais engagé, alors bon, ça c'est un peu le mot tarte à la crème, on l'est tous aujourd'hui, mais on peut déjà, par exemple, vous dire que sur les 5 dernières années, on a réduit de moitié notre empreinte carbone. Donc ça veut dire qu'on a concrètement mis en place des actions. Maintenant, pour revenir sur la question de la mutualisation, donc effectivement, Michael parlait du pooling, qui est, je pense, une activité, une solution qui nous rend très fiers chez FM Logistique depuis un peu plus de 10 ans maintenant. L'idée, c'est venir, je dirais, utiliser un élément qui est au cœur de l'ADN ou même du modèle d'FM Logistique, c'est-à-dire avoir des plateformes multi-clients qui peuvent être d'ailleurs du même secteur d'activité, voire des concurrents, qui vont venir être massifiés parce qu'ils arrivent à travailler ensemble pour mutualiser leurs outils logistiques et notamment le transport. Et donc dans le cadre du pooling par exemple, c'est de se dire qu'on a plusieurs industriels qui sont sur une même plateforme et qui vont tous être effectivement distribués par les grandes chaînes de distributeurs et qui vont venir utiliser un même moyen de transport, un camion, pour que ce camion soit complet, plus optimisé et que ça permette d'aller tous finalement vers le même endroit. Donc ça, c'est une explication un peu rapide du système du pooling. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important et pourquoi on insiste dessus? Parce que personnellement, je suis toujours très déçue de voir que dans l'ensemble des éléments, notamment de reporting, de valorisation et de nouvelles réglementations, on valorise en transport presque exclusivement le recours aux énergies renouvelables et toutes les actions de mutualisation et d'optimisation ne sont pas très valorisées alors qu'elles sont essentielles dans un plan de décarbonation. On ne peut pas juste, on tu le disais d'ailleurs en introduction, on ne peut pas juste électrifier, on n'aura pas assez d'énergie pour tout simplement électrifier tout le transport. On a besoin de passer par la sobriété qui passe aussi par la massification et la mutualisation. Si je reprends juste l'exemple de pooling pour donner quelques chiffres là-dessus, par exemple, on a estimé qu'en un an, on a 5 pools en France. En un an, ces 5 pools ils permettent d'éviter sur la route 8400 camions. 8400 poids lourds qui n'ont pas à circuler grâce au système. C'est l'équivalent en termes d'émissions de CO2 de 86 fois le tour du monde. Et là, on n'a même pas encore parlé d'usage d'énergie renouvelable. Et pourtant, et on a eu un prix sur ce sujet-là l'an dernier qui a été remis justement par l'ADEME, de la meilleure réduction d'émissions de CO2 parce qu'on a réussi à faire cette combinaison du pooling, l'éco-conduite aussi, parce qu'il faut rappeler cette efficacité effectivement des équipements utilisés par les chauffeurs et les conducteurs poids lourds, et le recours, donc la conversion de la flotte aux énergies renouvelables, ce qui nous a permis de réduire de presque 62% les émissions de CO2 sur ce périmètre transport en un an. C'est encourageant, c'est positif. J'aurais aimé que tu nous partages également une expérience dont tu m'as parlé sur le métro de Madrid, parce qu'en fait, au-delà de la mutualisation, je dirais, de ce qui est dans le camion, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a des infrastructures, certes pour partie saturées, mais certaines sous-utilisées. Et donc, effectivement, si on veut mutualiser, on peut aussi mutualiser l'usage d'infrastructures. Mais effectivement, parce que c'est notre première responsabilité de venir déjà optimiser les moyens de transport et faire en sorte qu'on, je dirais, transforme massivement ces moyens. Et c'est aussi notre responsabilité d'essayer des modèles nouveaux et innovants qui
bon, aujourd'hui sont à l'échelle de pilotes, mais qui ont déjà un impact. Et l'exemple de Madrid, c'est effectivement une collaboration entre les pouvoirs publics et FM Logistique pour utiliser le métro de la ville de Madrid. Ultima Milas, c'est le nom du projet, pour venir utiliser les premiers départs de métro le matin, donc à la fraîche. On a des acteurs de l'entreprise qui sont au départ de tous les départs de métro, viennent y déposer les colis qui ont besoin d'être livrés dans le centre-ville de Madrid, qui donc partent tranquillement, prennent le métro jusqu'à leur arrêt. Et à l'arrêt qui est nécessaire, on a un autre collaborateur de l'entreprise qui vient récupérer le métro et qui, du coup, de manière Les colis, douce... j'espère. Les métros. Les colis dans le métro, mais c'est bien s'ils peuvent aussi déplacer les métros. Les colis dans le métro et utilisent des moyens doux, c'est surtout uniquement en les faisant rouler pour faire les derniers mètres pour livrer de manière complètement décarbonée. Donc ça, c'est un pilote, mais on arrive comme ça à livrer d'ores et déjà plus de 5000 colis par jour. Je pense qu'il y a d'autres projets qui peuvent de même nature qui pourraient se développer avec d'autres exploitants. Il faudra peut-être partager comment vous avez réussi chez FM Logistique à convaincre l'exploitant du métro de faire ça. Ça a mis une dizaine d'années. Oui, donc, le temps long. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est sur des niveaux où l'urgence arrive et je pense que toute ville a envie de collaborer. Et donc, en tout cas, nous, on a très envie de collaborer avec les villes pour trouver les solutions de demain. Et des expériences positives aident de toute façon à réaliser de nouvelles opérations sur d'autres territoires. Moi, j'avais envie d'entendre Stéphanie Courtois chez Brinks, qui bien sûr a une histoire sur la décarbonation de la flotte de chez Brinks, mais qui a une expérience ou une stratégie sur la décarbonation des flux financiers. Et alors là, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, là, ça m'a ouvert un champ, je dois dire, que je n'imaginais pas. Donc, j'aimerais bien entendre tout ça. En fait, c'est un peu le même principe que ce qui a été évoqué. La première étape, c'était bien sûr notre flotte de véhicules. Alors, on est sur un petit pourcentage, parce qu'on est sur un duopole. Nous, plus nos concurrents, représentent 0,1% des poids lourds en France. Donc, ça reste tout petit. Mais c'est vrai que on ne pouvait pas passer à l'électrique parce que pour des raisons de poids, de sécurité. Donc, on a basculé sur les biocarburants. Donc ça nous a fait un levier très important puisqu'on va pouvoir baisser de 80% notre impact sur les véhicules blindés. Mais je reviens sur votre point du colis. En fait, voilà, l'approche qu'on a fait avec l'équipe projet, ça a été de se dire qu'est-ce qu'on transporte ? On transporte du cash. Le cash, c'est un moyen de paiement. Alors, c'est pas le premier, c'est sûr. Même si on s'en servira peut-être plus vu les enjeux de résilience, vu les enjeux d'indépendance. C'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires d'une enseigne. Et en fait, avec notre diversification, en fait, on a travaillé sur ce billet en se disant, aujourd'hui, on possède un quart des distributeurs en France. On installe des coffres connectés chez les retailers et on a travaillé avec nos clients bancaires et nos retailers pour se dire comment on fait du circuit court. On parle beaucoup des AMAP et des légumes. Voilà, c'est vrai qu'une tomate, ça a moins d'impact qu'une banane qui vient de loin. Un billet, en fait, plus on arrivera à économiser le nombre de transports, moins on aura d'impact. Donc, on travaille dans ce sens-là, avec l'impact des villes aussi, puisqu'aujourd'hui, on a renouvelé notre flotte de véhicules pour qu'elle passe les zones 2, mais on continue à se dire comment on fait pour qu'on déplace, en fait, presque nos centres forts et nos expertises dans les magasins pour essayer de recycler au plus près du paiement, en fait. Donc, il y a vraiment une prise de conscience, en fait, qui s'est faite avec nos clients initiés par les banques. Mais on commence à avoir des retailers qui travaillent avec nous sur le sujet, de se dire j'essaie de déplacer le moins possible, non pas la tomate, mais le billet. Et du coup, comment vous réagissez à la suppression, aux suppressions nombreuses de distributeurs de titres dans nos villes, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse à la fois les usagers que nous sommes, mais également... C'est un sujet important en effet, puisque on accompagne des groupes bancaires, des retailers, mais on accompagne aussi des mairies. En fait, on a calculé que quand on permet à une commune de ne pas supprimer son distributeur de billets, donc on a une offre qui s'appelle Point Cash, donc de distributeur de billets avec les mairies ou avec le commerce d'à côté, on évite à peu près 100 000 km pour la commune. Parce qu'en fait, le distributeur suivant, il sera à peu près à 15 km, donc 15 km aller-retour, et vous aurez à peu près un quart des personnes qui vont se déplacer spécialement pour, donc qui vont faire du transport spécialement pour le distributeur de billets, qui vont souvent consommer plutôt autour du distributeur de billets.
Et puis les impacts, je pourrais prolonger, mais la maire de Locmaria-Plouzané, qui est une ville dans le Finistère, qui est là où on installe le premier distributeur de billets, disait aussi que ça jouait sur ses EHPAD, parce qu'en fait, en permettant à une personne âgée de rester chez elle et profiter du minibus pour l'emmener au marché et donc du distributeur de billets, finalement, elle économisait des frais sur les EHPAD. Donc le circuit court, il a tout son sens. Et c'est vrai que souvent, ce qui est intéressant dans ces problématiques-là, c'est justement ce travail avec des collectivités, avec des institutions publiques pour comprendre ces impacts cumulés à un niveau local. Et on a vraiment eu un travail de contribution très fort quand on a travaillé avec les villes et les communes locales. Merci Stéphanie. Je pense qu'on va rester dans le niveau local et je voudrais bien entendre Catherine Guergnoux, donc qui est vice-présidente déléguée à la CPME, sur comment vivent les PME aujourd'hui l'ensemble de ces exigences de cette période de transformation profonde. Comment vont-elles ? Alors bonjour à toutes et à tous. Comment vont-elles ? Eh bien, ça dépend des PME. Non, d'une façon générale, on essaye bien entendu de s'adapter. Avant tout, je suis dirigeante moi-même d'une fabrication de menuiserie extérieure. Et c'est vrai qu'on essaye de s'adapter. Ce qu'il nous faut, en tout cas, c'est de l'investissement. Là, on le voit. C'est vrai que c'est de la réflexion, c'est de l'investissement, c'est de l'adaptation. Et donc, il est important aussi d'avoir de la planification. Et c'est quelque chose que l'on manque un peu aujourd'hui dans notre société et surtout avec notre gouvernement. Et c'est important parce que derrière, eh bien, c'est des investissements. Et c'est vrai que pour une grosse entreprise, c'est un investissement. Mais pour une PME, ça l'est d'autant plus parce que, comme vous le savez, notre pouvoir n'est pas tout à fait le même. Par contre, on a une chance, c'est qu'on a beaucoup de réactivité. Et donc ça, je pense qu'on a une agilité en tant que PME qui souvent nous permet justement de travailler sur le territoire, de travailler dans notre écosystème. Et donc on utilise beaucoup en fait le réseau que l'on a à proximité. Et par exemple, à la CPME, nous avons 123 fédérations. Nous avons aussi beaucoup de fédérations qui travaillent par filière en fait, justement sur l'adaptation de leur métier au monde du transport. Parce que vous imaginez bien, quand on est, par exemple, moi je suis dans le bâtiment, on n'a pas la même problématique que l'on peut avoir dans d'autres fédérations, comme celle des vins et spiritueux, ou encore sur d'autres domaines d'activité. Vous n'avez pas de chaîne du froid ? Nous, on n'a pas de chaîne du froid dans le bâtiment, mais par contre... j'aimerais bien que mes fenêtres prennent le métro, mais je ne sais pas trop comment elles vont pouvoir arriver jusqu'à bon port. Et surtout, je pense qu'elles vont être un peu encombrantes dans une rame. Voilà, ça peut être challengeant. Voilà. Ça peut être challengeant de mettre les fenêtres dans le métro, mais du coup, je suppose que, en tant que vice-présidente de la CPME et entrepreneur vous-même, vous avez mis en marche une transformation de l'entreprise. Et est-ce que vous pourriez nous partager cette expérience de PME engagée ? Oui, alors déjà moi j'aime bien quand on nous challenge, c'est de savoir un peu d'où je pars. Donc en fait, comme beaucoup, je pense, eh bien on a fait notre bilan carbone, voilà, on a fait notre scope 1, notre scope 2, mais surtout le scope 3 qui a été quand même révélateur de beaucoup de choses. Ensuite, on a fait aussi un audit énergétique pour savoir comment nous consommions, parce que j'ai un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés et donc je suis contrainte au décret tertiaire. Et en même temps, c'était une opportunité de se dire, voilà, pour fabriquer nos fenêtres, quelle est l'énergie qu'on utilise et puis également quelle est l'énergie que nous consommons. Et à partir de là, on a fait une rénovation du bâtiment, mais on a également fait une éco-conception en partenariat avec la BPI et ça a été très structurant. Ça nous a permis justement d'optimiser notre production et on a travaillé sur ce volet justement du scope 3. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, on a un atelier de production à Champigny-sur-Marne, donc un petit atelier. Et en fait, en tant que dirigeante, j'ai décidé que 95% de notre fabrication ne devait pas quitter le territoire parisien et francilien.
Il y a plein de beaux fabricants à travers toute la France. Et partant de là, dès qu'on a des chantiers qui sont à l'extérieur, eh bien, j'essaye au maximum de les orienter vers des collègues qui feront ça très bien à proximité. Ça, c'est tous les bénéfices de la légitimité d'une PME qui peut décider pour elle-même rapidement, si je comprends bien. Voilà, exactement. Et donc, c'est vrai que c'est une décision qui parfois peut être brutale parce que on est sur des économies de volume et donc on est toujours un peu sur la course de la quantité. Et bien justement, j'ai souhaité orienter l'entreprise vers une course de la durabilité, de la sobriété et l'éco-conception donc nous a aussi mis en avant la mise en place d'un QR code sur nos menuiseries pour justement les faire durer plus longtemps dans le temps et éviter justement cette production trop massive, ce renouvellement trop massif. Et en parallèle de ça, par contre, il y a aussi des points de blocage. C'est toute la partie amont sur la livraison de nos matières premières. Donc, effectivement, il y a pas mal. Le vitrage, je sais qu'il est regroupé. Notre matière première l'est aussi, mais je pense que c'est quand même difficile en tant que petite structure et en étant qu'un petit fabricant de donner en fait du poids par rapport à nos fabricants de matières qui sont beaucoup plus importants que nous. Et l'autre point, c'est sur la livraison, la mise à disposition de nos menuiseries. Donc, on a beaucoup d'entreprises, puisque je suis en B2B, qui viennent chercher en fait leur menuiserie directement à l'atelier, ce qui réduit en fait l'impact carbone. Mais en même temps, quand on a des livraisons, et c'est là où j'aurais besoin un peu d'aide de Pénélope, parce que aujourd'hui, on est sur une livraison, on va dire classique, et je pense qu'on pourrait optimiser justement nos livraisons. Donc, il y a vraiment encore des pistes d'amélioration à venir. Voilà. Il faut qu'on mesure pour voir si ça passe l'entrée de la ligne 14, je pense. Exactement. Ouais. Pour les petites fenêtres, ça ira. Pour les autres, ça sera un peu plus compliqué. Je suis contente. Je vois qu'une coopération s'engage. Je crois que c'était un peu le thème de ce soir. Merci. Donc déjà pour cette première coopération potentielle. Donc j'en retiens que les PME ont à la fois beaucoup de freins parce qu'en fait elles sont de petite taille, tout simplement avec des gros efforts à faire, mais que par contre elles ont pour atout leur agilité. Et je vous propose de faire un grand écart pour passer du côté des transports massifiés. Pascal Marty, donc, vous êtes président du port de Bayonne, qui est un port important en France, c'est le 12e port de France. Comment qualifieriez-vous aujourd'hui, en tant qu'outil de transport, un port comme le port de Bayonne ? Alors bonjour et merci. Tout d'abord, un port, c'est pas un scoop, mais c'est un endroit où on développe le transport maritime. Je ne sais pas si Michael l'a dit tout à fait tout à l'heure, mais le transport maritime est le transport le plus décarboné. 2 fois plus décarboné que le train, même si le train évidemment est très vertueux à terre. Et donc, évidemment, c'est l'activité qu'on développe sur les ports, mais pas que. La marchandise, une fois qu'elle arrive sur le quai pour soit être chargée sur le bateau, soit pour être déchargée sur le bateau, déjà, il faut qu'il y ait une activité à ce niveau-là au niveau de nos grues, les grues que nous gérons sur le port de Bayonne, qui sont des grues 100% électriques. Nous sommes le seul port depuis 20 ans à avoir 100% de nos grues qui sont électriques. Donc on avait peut-être un petit peu d'avance sur ce sujet-là. C'est important dans l'esprit de savoir que des ports de taille moyenne font ce type d'effort depuis de longues années. Mais on est aussi une plateforme multimodale. Et d'ailleurs, les ports aujourd'hui, on appelle ça des ports, mais je pense que ce sont plus des plateformes multimodales que des ports, puisque on a une volonté de suivre la marchandise jusqu'à sa destination finale ou depuis sa destination d'origine, si c'est pour un départ vers le maritime. Et donc, à ce niveau-là, on mesure la façon dont le transport est fait jusqu'au port ou depuis le port pour aller jusqu'à la destination finale. Et là, on parie beaucoup sur le ferroviaire. Le port de Bayonne, là aussi, est un port qui, depuis 20 ans ou même 30 ans, est totalement en branché fer. Toutes les zones sont en branché fer, c'est-à-dire qu'elles sont liées au réseau ferroviaire. Je rappelle qu'à côté de Bayonne passe le corridor 4 du RTET, donc c'est la ligne qui fait Paris-Madrid, et même s'il y a une coupure entre deux, mais Bayonne est directement connecté à cette ligne-là, et donc c'est un moyen très efficace de transporter de la marchandise.
la stratégie nationale bas carbone fixe aujourd'hui pour 2030 18% des marchandises terrestres transportées à terre qui devront être transportées par le train à 2030 et 25% à 2050. C'est l'objectif que s'est donné le port de Bayonne, à minima, sachant qu'aujourd'hui en France, le pourcentage est de 8,9%. Donc déjà, 18% à 2030, c'est très ambitieux. Nous, on s'est fixé l'objectif de l'atteindre. On est un peu plus aujourd'hui que la moyenne nationale. On est entre 10 et 11. Mais on s'est fixé l'objectif d'être au moins à 18% en 2030. Il nous reste 4 ans. Et ensuite, 2050, 25%. On espère pouvoir être à plus. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Au-delà des zones qui sont déjà embranchées fer, nous, on développe sur les 3 prochaines années, y compris 2025, on va investir 10 millions d'euros juste sur la partie ferroviaire complémentaire pour avoir de nouvelles voies ferrées sur le port, des voies de 750 mètres de long. Aujourd'hui, les trains peuvent faire des longueurs de 750 mètres de long. Nos voies avaient 30 ans, comme je vous l'ai dit, donc elles n'étaient pas forcément adaptées pour ce type de transport. Donc on va améliorer le service en multipliant le nombre de voies et en ayant des voies plus longues. Donc ça, c'est une chose qui est effectivement importante. Et puis aussi, on a des tarifs incitatifs. Aujourd'hui, on favorise les acteurs du port qui utilisent le ferroviaire en amont ou en aval du transport maritime. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a aussi fait depuis l'année dernière notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On intègre dans ce bilan de gaz à effet de serre le scope 1, le scope 2, le scope 3, vous en avez entendu parler plusieurs fois aujourd'hui, donc tout le monde est familier, et il l'était déjà, j'imagine, avant. Mais on intègre aussi le scope 1 et le scope 3 de nos clients, qui font venir les marchandises jusqu'au port, de façon à ce qu'on voit et qu'on puisse mesurer si les services que nous proposons vont être efficaces et vont permettre à l'ensemble du port, c'est-à-dire notre activité et celle de nos clients, de pouvoir améliorer l'impact environnemental du transport et de leur activité. Donc ça, c'est un point important. Mais même si le maritime et le ferroviaire sont les modes de transport les plus vertueux, le maritime sur la mer et le ferroviaire sur la terre, on travaille aussi à décarboner aussi cette activité-là. Vous avez tous en tête l'image de navires qui démarrent dans les villes, puisque en général les ports sont quand même basés au cœur des agglomérations, et vous voyez un panache de fumée partir en l'air. Idem pour les locomotives qui ne sont pas sur du réseau électrifié. Et donc à ce niveau-là, il y a des progrès à faire, y compris dans ces transports qui sont déjà vertueux. On travaille sur ce sujet-là de façon à proposer des carburants verts ou du e-méthanol pour les navires pour pouvoir faire voyager ces navires avec des carburants beaucoup moins impactants. On travaille aussi sur l'électrification à quai des navires, qui est une chose importante, de façon à pouvoir réduire de manière très significative l'émission de gaz des bateaux quand ils sont à quai. Ça, je vous ai parlé, et je suis peut-être un peu long, mais je vous ai parlé du transport de la marchandise quand elle arrive au port et qu'elle s'en va. Mais il y a aussi une partie des marchandises, et elle est significative au port de Bayonne parce qu'on a la particularité d'être un port industriel. Il y a aussi les marchandises qui restent sur le port et qui sont transformées sur le port pour créer de la valeur ajoutée au sein des industries qui sont sur le port. Il faut savoir que les ports sont des sites industriels importants qu'il faut absolument qu'on défende. J'en profite pour faire un petit peu de promotion pour l'ensemble des places portuaires. Mais c'est important parce qu'on s'est rappelé, quand il y a eu le Covid, qu'il fallait défendre notre industrie. Défendons nos ports, accompagnons les ports et regardons ce qu'ils peuvent apporter à l'ensemble du territoire plutôt que de critiquer la présence d'entreprises qui sont y sont installées. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il ne faut pas faire d'efforts. Il y a beaucoup de travail à réaliser. Et au niveau de la décarbonation des industries sur les ports, nous aussi, en tant que gestionnaire de port, on travaille à proposer des énergies vertes qui permettront de décarboner ces industries. Donc proposer soit sous forme de transport, on est un outil de transport, soit sous forme de production d'hydrogène, de gaz vert, d'électricité verte. Ce sont les sujets sur lesquels on travaille pour permettre à nos industries de pouvoir décarboner leurs activités. Mais à partir du moment où on travaille pour décarboner les activités du port, bien sûr, on regarde à pouvoir décarboner l'activité du territoire. On est en cœur d'agglomération et c'est un
point important. On sait que le transport, par exemple, de l'hydrogène est un frein au développement de l'hydrogène. Le fait d'avoir de la production d'hydrogène en centre d'agglo pour pouvoir être utilisé dans l'agglo est une opportunité, je pense, qu'il faut saisir. Donc voilà sur le type de sujet sur lesquels on travaille, et on y travaille donc pour le port et pour le territoire, j'insiste, mais quand on parle de coopération, on est en plein dedans quand on fait ce type de choses. Et les industries elles-mêmes sont productrices d'énergie. Je pense chez nous, à Celsa, le port de Bayonne est le deuxième port d'acier en France après Dunkerque, on ne le sait pas, mais voilà, je vous le dis. Et donc, il y a de très belles usines, et notamment Celsa, qui est une acierie électrique qui fabrique de l'acier vert. Et qui fait monter à 1200 degrés ses fours pour pouvoir chauffer les billettes. Cette température qui est produite, cette chaleur qui est produite, est ce qu'on appelle pour 95% d'entre elles de la chaleur fatale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas valorisée ensuite par l'entreprise. Elle est utilisée parce qu'elle a besoin de fondre les billettes, l'acier, mais ensuite elle n'est pas valorisée. On travaille au niveau du port de Bayonne à l'écologie industrielle territoriale, à voir comment on peut valoriser cette énergie fatale qui est produite et non valorisée aujourd'hui. Pour soit les voisins industriels qui ont besoin d'énergie de chaleur et qui donc peuvent s'en servir, mais aussi pour le territoire. Je reviens sur cette notion de territoire. J'essaie vraiment de lier le territoire et l'activité portuaire. Et donc, cette chaleur qui est produite peut aussi servir à chauffer 7500 foyers, la piscine municipale d'à côté. Bref, il y a beaucoup de travail à faire, et en y mettant un peu d'une autre, en embauchant des personnes dédiées à cette activité. Je pense à Graciane qui est là dans la salle, et au service commercial qui est aussi là avec mes collègues. Mais on travaille sur ces sujets-là. Ce n'est pas des sujets qui nous apportent des tonnes, mais c'est des sujets qui nous apportent de la durée dans le temps. Et c'est important pour nous de participer à la décarbonation du territoire au-delà de générer plus de tonnes pour générer plus de trafic et plus de revenus, bien sûr. Et ce qui est important, je ne le nie pas. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle on travaille. Et enfin, je finirai en disant que sur le développement économique d'un port, et en particulier du port de Bayonne, on travaille sur les entreprises à faible impact, sur les nouveaux trafics à faible impact. Et donc, on essaye de faire venir sur le port des entreprises qui, comme dans l'éolien, sur l'éolien, des entreprises qui vont nous permettre de produire des tronçons de mâts, qui vont nous permettre de produire des pièces qui nous permettront d'agir et de proposer des solutions aux lauréats des futurs parcs éoliens, par exemple à Oléron, puisque ce seront les plus proches de Bayonne. On travaille sur ce type de dossier aujourd'hui. Donc les ports ont de l'avenir, dans la décarbonation, et les ports ont de l'avenir dans la coopération avec le territoire. Je vous remercie pour cette intervention vraiment pleine de passion. Je dois dire que nous partageons un certain nombre de passions. La passion de la ville, la passion des territoires, la passion du transport et de l'industrie. Parce que chez Ingerops, ce sont des sujets que nous développons tout particulièrement. Donc merci pour ce dynamisme et cet engagement. Moi, j'avais envie de poser une question à Pénélope. Vous nous avez parlé de métro, vous n'avez pas parlé de ferroviaire. C'est bizarre, non? Pas encore. D'accord, je suis rassurée. Donc effectivement, on fait aussi du rail dans l'activité transport de FM Logistique. On a développé notamment, si je ne dis pas de bêtises, en septembre dernier, une nouvelle ligne nord-sud en France qui permet d'accélérer le transport de marchandises sur le réseau rail entre le nord et le sud de la France. Et après, effectivement, on peut finaliser avec de la route pour les premiers ou les derniers kilomètres, mais le gros du chemin est parcouru. Et on a aussi d'autres projets, parce que on a parlé de Madrid où on essayait d'être innovant, et on continue d'essayer d'être innovant. Je pense notamment au projet Démofer qu'on fait au sein du club Déméter. C'est un club pour la logistique responsable où on est très actif. L'objectif de ce projet, qu'on appelle aussi parfois boucle GMS ou boucle grande distribution, c'est en collaboration, enfin en tout cas de faire collaborer des distributeurs et des industriels. C'est pour ça à la fin on dit des distribuels dans mon vocabulaire, de faire collaborer ces acteurs pour arriver à créer cette boucle. Donc il faut imaginer une boucle qui fait le tour de France et qui permettrait de livrer les produits de grande consommation dans l'ensemble des points de distribution.
En train, bien sûr. Une boucle, c'est vrai, merci de le préciser, une boucle ferroviaire. Donc, il faut imaginer effectivement cette grande boucle qui permet de déplacer l'ensemble de ces volumes par train. Donc, comment est-ce qu'on a fait ou comment est-ce qu'on est en train de faire parce que le projet n'est pas du tout finalisé. Premièrement, on est allé vers les distributeurs en disant est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos gros volumes pour qu'on aille chercher de la masse pour le transport par rail. On essaye d'aller dans les gros volumes pour que ce soit tout de suite faisable et qu'on atteigne la taille critique. Ensuite, une fois qu'on a réussi à mapper, cartographier ces flux, on est allé vers les industriels, les principaux industriels qui étaient dans cette cartographie en disant est-ce que vous êtes prêts à travailler avec nous sur la mise en place de cette boucle de distribution par le train et donc, il y a beaucoup de ces industriels qui ont répondu présent. Et sur la base de l'ensemble de leurs données, de leur flux de distribution, on est venu évaluer quel est le potentiel, je dirais, de report modal. Et ce qui est passionnant, parce que bien sûr, les prochaines étapes, ça va être dans la finalisation de la partie plan transport et commerciale et financière. Mais d'ores et déjà, après ces premiers éléments d'étude, on arrive à se dire qu'il y a l'équivalent de... alors là, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est à 115 000 hors de transport, 115 000 équivalents camions complets par an qui pourraient passer de la route vers le rail. Alors, à nouveau, on n'aura peut-être pas, au moins dès le départ, à convertir l'ensemble, mais si on en fait déjà une partie, si on arrive à faire circuler effectivement 2 à 3, alors on a une limite pour que ce soit rentable de 3 camions par semaine, mais si on arrive à en faire circuler au moins un par jour, on aura déjà réduit un nombre énorme de camions sur la route, et donc les émissions de CO2 qui vont avec, mais aussi l'ensemble des autres nuisances, parce on est très climato-centré, mais il y a tout un tas d'autres nuisances liées au transport routier qu'on essaye de réduire, l'engorgement des villes et des routes, les pollutions atmosphériques et les nuisances sonores dont on ne parle pas encore toujours. Mais c'est ce type de projet, et on a beaucoup parlé de coopération et de collaboration, mais je pense que c'est la clé, parce que technologiquement, on a ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'attendre un homme ou une technologie providentielle qui va nous sauver. Là, ce qui va nous sauver, ça va être de travailler ensemble. Et si on arrive à collaborer, donc là, on collabore d'ailleurs avec notre principal concurrent sur le projet, donc c'est que c'est possible. Si on arrive à faire collaborer des fournisseurs de logistique, de solutions logistiques, des distributeurs, des industriels, on peut décarboner de manière massive le transport de marchandises en France. Bien, ça c'est vraiment merci pour ce partage. Moi j'avais envie de revenir sur une question d'adaptation, parce que là on parle d'atténuer nos émissions, enfin de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais en fait pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce que aujourd'hui le climat change, et donc la question que j'avais envie de poser à Pascal, c'est au niveau du port de Bayonne, vous êtes en première ligne sur la question de la montée des eaux, du retrait du trait de côte. Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui des premiers impacts, et est-ce que vous mettez déjà en place des mesures spécifiques que vous pourriez partager pour nous donner un peu d'espoir peut-être, si c'est possible? Alors, la réponse est oui. Oui, il y a des impacts. Le retrait du trait de côte, il se voit sur toute la côte basque-hollandaise. Et donc, c'est un vrai sujet avec les houles qui sont de plus en plus fortes. Donc ça, c'est certain. Et nous, on a réfléchi à une solution. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, on avait une problématique sur le port de Bayonne, c'est qu'on a un fleuve, on a un port d'embouchure, et donc il faut qu'on drague. Il faut qu'on drague le fleuve parce qu'on prend pas mal d'alluvions, donc il faut qu'on drague de la vase à l'intérieur du fleuve. Et à l'embouchure, il faut qu'on drague du sable. Pour ce faire, on a voulu investir dans une drague. Donc une drague, c'est un outil, un bateau qui vient pomper le fond soit de la vase, soit du sable. Et ça nous coûtait assez cher, ça coûtait 3 millions d'euros par an entre l'exploitation et l'investissement. Et on s'est dit, on ne va pas avoir les moyens de payer ça, il faut qu'on trouve quelque chose d'intelligent. Et donc on est allé voir l'agglomération qui, elle, de son côté, a les plages juste à côté de nous. Nous, on est à l'embouchure et 50 mètres à côté, pour ceux qui connaissent les plages d'Anglet ou même de Tarnos. Ils avaient une problématique d'érosion des plages qui s'enfonçaient et qui se creusaient de manière très significative. Et donc on leur a dit, ce qu'on vous propose, c'est d'investir dans notre propre drague. Vous participez de votre côté au financement de la drague pour le coût réel
que ça va nous prendre d'aller clapper, c'est lâcher du sable sur les plages d'Anglet, et en faisant comme ça nous permettra, nous, de pouvoir investir dans cette drague et en même temps d'unir les destins et de l'industrie et du tourisme, ce qui est quand même assez exceptionnel sur le territoire. Et donc l'agglomération Pays Basque et la ville d'Anglet nous ont dit OK. Ça a pris du temps, il a fallu qu'on s'explique et qu'on se comprenne, mais nous ont dit OK. Et là où avant, ils payaient 20 € le mètre cube de sable qui venait par camion avec des dizaines de camions, le sable étant gratuit en venant des Landes, donc c'était surtout le transport. Aujourd'hui, quand on a commencé il y a 10 ans, on leur facturait nous à 83 centimes d'euros le mètre cube. Aujourd'hui, on doit être à 1 € à peu près, puisqu'il y a eu quand même quelques inflations sur les 10 dernières années. Il n'empêche que ça nous a permis, nous, puisqu'on verse à peu près 400 000 mètres cubes de sable par an, de récupérer 400 000 € qui participent au financement de la drague. Et aujourd'hui, c'est assurément la meilleure action d'intégration du port dans la ville que nous avons faite sur les 10 dernières années. Encore un exemple de coopération sur un domaine différent, mais qui, je le vois, vous apporte des bénéfices mutuels au niveau du territoire, ce qui est intéressant. Pour terminer, je voulais qu'on échange avec Élodie Piquant. Chez Ingérop, je travaille au quotidien sur des projets qui encouragent des mobilités douces, des mobilités actives, le covoiturage. On met en place énormément de choses comme les voies réservées que vous avez connues pendant les Jeux Olympiques, qui maintenant pour certaines sont devenues des voies de covoiturage. Mais en fait, ça ne résout pas tout le problème du transport de chacun d'entre nous quand nous en prenons notre voiture, parce que même si nous avons une voiture électrique, même si parfois nous transportons d'autres personnes, 95% du temps, notre propre voiture reste stationnée et occupe l'espace public et sature l'espace. Et pourtant, nous avons encore beaucoup de mal à passer à l'autopartage. Et donc, j'avais envie de demander à Élodie comment on allait ensemble, comment vous abordiez cette question de l'autopartage, comment vous pouviez nous aider à passer à l'autopartage. Alors effectivement, la voiture individuelle déjà était souvent un symbole de réussite sociale, de liberté. Et heureusement, ce symbole évolue vers quelque chose quand même beaucoup plus responsable. Donc tu l'as dit, 95% du temps, un véhicule reste immobilisé. Donc chez Free2Move, clairement, notre objectif, c'est de transformer la mobilité urbaine. On veut réinventer le rapport qu'on a avec la voiture. Donc l'autopartage, c'est justement optimiser l'usage, pas multiplier les voitures. Donc un véhicule en autopartage, c'est jusqu'à 16 voitures en moins dans nos villes. Donc ça réduit forcément l'encombrement, ça diminue les émissions polluantes, ça libère des espaces précieux publics, et donc concrètement, chez Free2Move, on met à disposition, grâce à une application, plus de 10 000 véhicules en Europe et aux États-Unis qui sont accessibles en un seul clic et qui peuvent être réservés en location, aussi bien pour des usages à quelques minutes, plusieurs jours, jusqu'à quelques mois. Donc la mobilité devient à la demande, flexible, sans contrainte, sans avoir à redéposer le véhicule là où vous l'avez trouvé à l'origine. Donc concrètement, on voit un réel impact. Et surtout, on a vu depuis ces dernières années, que ce soit avec la crise sanitaire, les crises du carburant, l'essor du télétravail, la part croissante aussi des entreprises qui nous utilisent, un véritable changement d'usage. Les conducteurs, désormais, veulent consommer de la mobilité. Ils veulent payer uniquement pour un usage. On a un client d'ailleurs qui nous a dit récemment « Je veux plus être l'esclave de ma voiture ». Aujourd'hui, le luxe, c'est de pouvoir justement prendre un véhicule plus premium pour certains rendez-vous professionnels. Le week-end, je prends un véhicule plus familial pour partir en vacances. Et quand j'ai des déménagements, voilà, je prends plutôt un van. Donc c'est là, aujourd'hui, on voit des changements complètement d'usage. Et les chiffres parlent. Aujourd'hui, on a 10% de notre clientèle qui nous utilisent au quotidien pour leur trajet domicile-travail, 30% qui nous utilisent entre 2 à 3 fois par semaine. Et ça, c'est d'ailleurs la mutation la plus importante avec l'essor du télétravail. Et on a à peu près 25% qui nous utilisent surtout les week-ends et les vacances. Là, les volumes de réservation explosent avec les vacances à la fin de la semaine. Donc on est ravis de pouvoir justement changer et on voit la demande qui est de plus en plus croissante. C'est pas que les particuliers. Les entreprises l'ont bien compris. Avec la loi LOM aussi, ça a permis aussi de faire changer les choses. Non pas seulement pour réduire le coût de gestion de flotte, mais également grâce à différentes options qu'on leur met à disposition.
aussi bien le crédit mobilité qu'on met à disposition. On parlait de théorie, etc. tout à l'heure, mais dans les programmes effectivement RSE dans lesquels on collabore aujourd'hui avec nos entreprises, c'est concret. Aujourd'hui, on a de nombreuses entreprises qui font appel à nous et on crédite à leurs collaborateurs tous les mois un certain montant de crédit mobilité pour utiliser nos voitures en libre service au quotidien. Mais également, quand c'est pas dans nos zones où on n'est pas proche en fait des entreprises, que ce soit à La Défense ou à Marne-la-Vallée ou n'importe où, proche à Issy-les-Moulineaux ou autre, quand on n'est pas directement dans la zone de couverture, on met aussi à disposition des véhicules en autopartage, mais réservés à l'entreprise. C'est-à-dire, on n'a plus besoin pour l'entreprise de gérer les notes de frais, gérer aussi les clés pour partager une flotte professionnelle, mais c'est simplement avec une application. Ça permet de pouvoir réserver le véhicule pour le créneau de son choix. Le tout directement digitalisé. Et là, c'est effectivement pourquoi nos entreprises aussi nous utilisent fortement. Je dois dire qu'on a une voiture de ce type-là sur le parking à Bordeaux. Alors, je suis désolée, c'est avec un concurrent. Moi, j'avais envie de vous poser une question. Nous, on a ce problème-là au niveau de l'entreprise, c'est qu'en fait, on met à disposition essentiellement des voitures électriques aujourd'hui, notamment pour les voitures partagées. Et aujourd'hui, comment vous faites pour relever le défi des voitures partagées électriques qu'on redépose n'importe où et pas une borne de recharge? Parce qu'en fait, le sujet, c'est quand même de récupérer une voiture quand on la loue qui est chargée, parce que ça ne prend pas 3 minutes de recharger une voiture. Donc, comment vous relevez ce défi? Alors oui, la transition vers l'électrique, déjà, elle ne se décrète pas. C'est sûr qu'elle s'accompagne. Et pour nous, on veut lever vraiment les micro-freins du quotidien pour être un facilitateur vers cette mobilité électrique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on a plus de 35% de notre flotte aujourd'hui, notre parc, qui est électrique. On a des villes comme Paris, Madrid, Amsterdam, où on opère à 100%, 100% de manière électrique. On revoit aussi les types de modèles qu'on met à disposition en termes d'autonomie, justement, parce que nos usagers, désormais, prennent nos véhicules, pas que uniquement pour aller au travail pour quelques minutes ou quelques heures, mais vraiment partent en week-end avec, partent en vacances avec. Et donc là, il a fallu aussi adapter les types de modèles. Donc c'est ce qu'on a fait, on renouvelle et on voit effectivement que ça la satisfaction de nos clients aujourd'hui. Donc ça, on est ravis. Et en termes de recharge, comme tu l'as dit, c'est une vraie friction. C'est aussi apporter de la sérénité, d'accompagner nos clients à comment pouvoir se recharger. Et ça, justement, on a de manière complètement digitale implémenté grâce à nos équipes d'experts aussi en interne qui sont passionnés à vouloir résoudre les problématiques du quotidien. Et ça, justement, en mettant à disposition directement dans l'application la possibilité de se recharger avec un simple code. Plus besoin de carte, plus besoin de badge dans la voiture, plus de risque d'intrusion aussi dans nos véhicules. Tout est digital désormais. Donc ça, c'est un véritable gain et également des contraintes levées en termes de spécificité pour se garer. Donc ça, c'est des vrais freins qu'on a voulu lever. À Madrid, typiquement, c'est intéressant parce qu'on en a pas mal parlé de Madrid. Madrid est quand même une ville très ambitieuse en termes de mobilité. Le prochain sommet sera durable. peut-être à Madrid. Avec plaisir. En tout cas, beaucoup de collaborations aussi avec la ville de Madrid. À Madrid, là, justement, on est en train en partenariat avec Stellantis et Ampel, on est en train de mettre en place, on est en train de tester une expérimentation qui permet un échange rapide de batteries. L'objectif est d'arriver à le faire en moins de 5 minutes. Donc, on est en phase de test pour l'instant. Donc, pas de rechargement, on permute la batterie. C'est ça. Donc directement en fait dans une station, donc c'est très rapide pour l'utilisateur et là c'est pour ça qu'on suit de très près cette expérimentation parce que derrière le déploiement peut être massif et peut avoir un réel impact. Pourquoi? Parce que ça permettrait de lever des contraintes opérationnelles qui est de l'immobilisation du véhicule électrique et donc dit immobilisation, dit amélioration aussi de la disponibilité et donc de s'affranchir aussi de la contrainte de la recharge. Et donc intensification des usages et donc moins de véhicules à fabriquer, donc moins de carbone. Du coup, je pense que ça pose quand même la question des standards parce qu'en fait, il va falloir standardiser la permutation des batteries, sinon il n'y aura qu'un modèle. Donc je pense que ça pose plein de questions qui rappellent des choses qu'on a aujourd'hui dans nos téléphones portables. Bientôt l'USB-C pour tout le monde. On aura bientôt plus tous nos vieux modèles avec plein d'autres prises. Donc peut-être demain des voitures et des camions avec des batteries standardisées qu'on peut permuter. Ça fait rêver. Nous arrivons au terme de cette table ronde, riche, concrète. Je vous remercie. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution.
Il y a plein de solutions, plein d'initiatives. J'ai entendu dans une autre table ronde tout à l'heure qu'en fait, il fallait regarder l'impact et nos impacts dans chacune de nos entreprises, dans chacune de nos pratiques, pour arriver à trouver des vrais leviers. Donc c'est ce que vous m'avez raconté finalement chacun. Et donc je sens que ça sera une somme de réponses technologiques, organisationnelles, comportementales. On a parlé d'énormément de choses, d'optimisation des flux des usages. On n'a pas parlé de véhicules autonomes, aussi étonnant que ça soit. Est-ce que c'est parce que la crise climatique a enfin pris le pas sur les véhicules autonomes? On a parlé de logistique partagée, d'énergie, d'industrie. On a parlé de hub logistique à repenser, à repositionner peut-être dans la ville et dans les territoires. Et on n'a pas parlé de ZAN. Je pense que ça sera quand même une autre question auquel il faudra répondre. Et on a parlé d'un rapport renouvelé à la voiture, plus sobre, plus collective. Et puis en creux, on a parlé de notre rapport au temps, plus rapide pour recharger les véhicules. Et puis moi, j'aurais envie de poser cette question, peut-être à la salle d'ailleurs, un rapport, peut-être une attente moins forte de chacun d'entre nous sur des délais toujours plus contraints, toujours plus courts. Et cette question que certains d'entre vous m'ont soufflé, cette ambition d'une logistique plus lente, plus fiable, mais plus lente, qui nous permet de mieux optimiser, de mieux mutualiser, la slow logistique, si on prend l'anglicisme. Et donc je me dis que quelque part, on est tous responsables collectivement de cette question de nos attentes, de notre comportement, et que c'est aussi une des pistes importantes qu'on sent en creux dans tout ce que vous nous avez dit. Et donc, je conclurai avant les questions à la salle en nous souhaitant à tous un transport zen le plus rapidement possible, zéro émission nette, mais qui ne devra pas attendre des ruptures, on sent, mais plutôt une somme, un collectif de bonnes idées, de coopération et d'innovation. Et je suis sûre que la créativité sous contrainte de chacun d'entre nous devra nous permettre de trouver cette solution. Peut-être pas en 2030 entièrement, mais en 2050, j'espère. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Si vous pouvez allumer le micro qui est devant vous en appuyant sur le petit bouton. Ah si, ça marche maintenant, super. Bonjour. Merci pour cette table ronde, effectivement très diversifiée et très qualitative en termes d'intervention. Je serais assez preneur de retour d'expérience peut-être sur les aspects de modèle économique, notamment liés à cette idée effectivement qu'il y ait de moins de véhicules sur la route, soit par le ferroviaire, soit par le car sharing dans le cas du B2C, parce que je pense que c'est pas forcément aussi automatique que ça. Et effectivement, comme ça a été mentionné notamment par Pénélope, je pense qu'il y a un certain nombre de co-bénéfices, effectivement pollution de l'air, bruit, entretien des infrastructures aussi, je pense pour les poids lourds c'est quand même pas négligeable. Et je me pose la question, effectivement, est-ce que ça commence déjà à être valorisé, rémunéré, soit auprès de vos clients directement, avec un consentement à payer plus pour quelque chose de moins impactant pour l'environnement et pour la société, slash peut-être aussi des contributions peut-être via les territoires, via les pouvoirs publics, pour qui justement ça peut être une source d'économie in fine au niveau sociétal. Je vous confirme déjà que les routes sont dimensionnées exclusivement sur le trafic poids lourd. Les voitures individuelles sont totalement négligées dans le dimensionnement des routes. Petite anecdote. Je me permets de commencer, mais effectivement, parce que je pense que c'était aussi un rapport avec le sujet du pooling. Donc, une réponse en plusieurs éléments. Déjà, sur la fin de la question, finalement, je vais revenir dans l'autre sens. Sur la fin de la question, est-ce que c'est valorisé ? J'ai envie de dire que non. C'est malheureux, mais aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération liée uniquement à l'amoindrissement ou à l'amélioration des externalités. Alors après, il y a un tas d'ambitions, et c'est notamment pour ça que c'est aussi essentiel d'avoir des coopérations comme on a pu avoir avec la COP, le SBTI, pour avoir des trajectoires qui forcent, je dirais, les donneurs d'ordre à avoir des trajectoires et donc à agir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas l'intégration de ces éléments dans le modèle économique. Et c'est dommage parce que ça nous freine. Donc ça, c'est le premier des éléments. Le deuxième, je vais reprendre des paroles qui ne sont pas les miennes parce que j'étais pas là au moment de la création du pooling il y a presque 15 ans. Donc une personne qui était m'a raconté en m'expliquant justement qu'au départ, on était pris pour des fous. Parce qu'on disait, mais je ne comprends pas, vous êtes en train de créer quelque chose qui va réduire
le nombre de transports que vous allez organiser et donc ça va réduire votre chiffre d'affaires. Et c'est vrai, ça réduit en volume, ça réduit le chiffre d'affaires d'FM Logistique. Mais je pense qu'il y a 2 éléments derrière et le plus important, c'est de se dire qu'un client qui est donc sur notre plateforme, qui travaille avec d'autres, qui a réussi le pari de la collaboration, de l'ouverture de la donnée à de la concurrence et en travaillant ensemble, une fois qu'on y est, déjà ça lui a permis, parce que dans le modèle économique pour lui, il y a des gains environnementaux, mais il y a des gains économiques énormes, on va de 5 à 50% en gros du coût de transport économisé en fonction de l'entreprise. Notamment, il a gagné, donc ce serait quand même dommage de revenir en arrière pour se remettre des coups. En plus, il a réussi à passer le pas de la collaboration qui est le plus dur dans tous les projets. Et ensuite, ça fonctionne bien. Donc pour nous, c'est là je reprends l'angle FM Logistique, on a aussi un client satisfait qui est quand même dans un modèle où il est plus difficile d'en sortir. Donc là, c'est plus le pari, et je reprendrai les termes de ma voisine que je trouvais très enthousiasmant, de se dire qu'on n'est pas forcément juste en mettant une entreprise dans une logique de volume, mais une logique aussi de pérennité. Et parfois, je pense qu'on n'a pas besoin de courir tout de suite à la rentabilité, le volume le plus immédiat, mais de se dire sur le temps long, est-ce que c'est pas ce qui va me permettre de garder mes clients sur le temps long ? Il faut se dire qu'en transport, les contrats transport, c'est jamais plus d'1 an. Donc si on n'a pas aussi ce type de mécanique, c'est-à-dire qu'on est constamment en appel d'offres, en renouvellement. Et ça aussi, c'est un coût, c'est usant pour les équipes, et c'est un coût derrière, et c'est aussi un risque énorme. Donc je pense qu'il y a un modèle global qui est très vertueux. Pour la partie... Oui, juste pour compléter. Bon, juste compléter, même si ce n'est pas sur le même sujet, moi, il y a 2 choses importantes dans ces esprits-là, c'est le scope 3 et puis c'est l'aspect d'objectifs communs. Les 2 sont liés, c'est que nous, on est en scope 3 depuis un certain nombre d'années. Le fait que les banques suivent leur scope 3, on a du coup un prorata dans leur pourcentage. Et du coup, quand on a montré nos objectifs de réduction forte, donc vraiment des données chiffrées, très détaillées, très engagées, ils sont prêts à nous aider en fait. Donc c'est vrai que quand on est passé, par exemple, au HVO, c'est un biocarburant qui est plus cher, ils ont été prêts tout de suite à nous accompagner parce qu'ils savent que c'est une quote-part de leur scope 3 qui va être résolue. Donc moi, je crois beaucoup quand même au scope 3 et à la data dans ces projets-là. Et puis du coup, pareil, les objectifs communs. C'est-à-dire qu'on est arrivé finalement à des groupes bancaires qui se réunissent ensemble. On ne les voit pas souvent se réunir ensemble, on en a parlé avant la réunion. Les sujets RSE sont des sujets qui permettent de refaire du collectif sur certains projets. Donc les groupes bancaires se réunissent ensemble sur certains sujets actuellement de la décarbonation. C'est pareil sur les retailers. Et du coup, pour nous, c'est des vrais leviers pour qu'ils nous accompagnent sur les investissements et finalement par les investissements pour qu'on renouvelle l'innovation. Parce que c'est vrai que d'avoir des contraintes fortes sur l'environnement, on le voit bien, on réinvestit sur nos machines, on réinvestit sur nos véhicules. C'est aussi des leviers d'innovation et de valorisation financière. Donc c'est des paris qui sont longs, mais qui sont vertueux quand on arrive en effet à impliquer nos clients dans ces investissements. Donc vous parlez tous de temps, donc je pense que c'est clairement un sujet clé. Merci pour la question, parce que tous veulent répondre. Je dois dire que, par exemple, sur les transports publics, on est capable de faire des bilans socio-économiques. Regardez vraiment le retour sur investissement. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le regarder. Parce qu'en fait, si le BSE ne tourne pas sur un transport public, on n'investit pas dans un transport public. Je pense qu'on peut se poser les mêmes questions sur vos sujets. Et dedans, on prend en compte la santé, l'éco-bénéfice, enfin, les bénéfices mutuels. Donc, tous ces sujets-là sont faits sur bien des sujets. Donc, peut-être qu'on pourrait discuter de comment faire ça aussi sur vos problématiques, je pense. Et par contre, je vois encore 3 micros dans l'ordre. Oui. Moi, je voulais juste rebondir sur un propos de Pénélope sur la valorisation, en disant c'est pas valorisé. Ça m'a un peu surpris de la part d'un transporteur qui est par essence commerçant et qui est sur la performance. En fait, vous parlez du modèle économique. Le modèle économique de la décarbonation des transports, il est quand même sur la performance. Lorsque on fait du report modal, quand on fait du pooling, quand on fait de slow logistique, etc., l'entreprise, elle y gagne. L'exemple le plus incroyable, c'est que quand Vuitton a basculé de l'aérien au maritime, ça a été une révolution sur leur gestion de stock et sur leur disponibilité produit. Alors évidemment, les livraisons semblaient factuellement plus longues, mais la performance de l'entreprise en a été décuplée parce qu'ils ont dû réfléchir. Et finalement, toute réflexion sur le transport est généralement bénéfique sur les modèles économiques. C'est pour ça que je rebondissais sur la valorisation. Je pense que FM, comme je vois quand même Géodis, je vais quand même être neutre avec tout le monde. Tout transporteur, lorsqu'il propose des gains à ses clients,
il ne le valorise pas direct, mais il le valorise indirectement parce qu'il apporte et vous essayez tous de vous différencier et apporter quelque chose à vos clients. Et la Et valorisation, c'est elle du est là. bon sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un tas de projets qui ont des externalités fantastiques. Et à part les chefs-d'œuvre de communication, de marketing et parfois de gains opérationnels, on n'arrive pas à dépasser parce qu'il y a ce seuil qui nous contraint. Après, pour revenir à la question sur le modèle économique typiquement du car sharing, justement, ce qui n'est pas rentable ne serait pas durable. Donc pour nous, c'est indispensable d'atteindre la rentabilité. On l'a atteint. On a d'ailleurs racheté notre concurrent il y a plus de 2 ans qui effectivement n'était pas rentable et qu'on a permis justement de rentabiliser. Pourquoi? Non pas pour l'entreprise en tant que telle, mais au quotidien, pour nous, c'est d'innover parce qu'on veut anticiper les futurs usages et offrir une expérience client de qualité. Donc ça veut dire que si on veut pouvoir justement ouvrir de nouvelles villes, intégrer, infiter plus de nouveaux véhicules, etc., ça nécessite en fait de pouvoir justement d'être durable. Et typiquement de regarder ligne par ligne. Typiquement, on en parlait tout à l'heure sur pourquoi c'est indispensable de mutualiser pour réussir. Stuttgart, comme une ville comme Stuttgart par exemple, offre le parking aux opérateurs d'autopartage à partir du moment où c'est des véhicules électriques. Madrid met à disposition des parkings dédiés au car sharing près des gares, hyper visibles. Encore Madrid a mis en place un bonus environnemental permettant d'offrir des crédits mobilité de plus de 1 000 € aux clients qui accepteraient aux détenteurs de véhicules thermiques qui accepteraient de s'en débarrasser. On a de nombreuses villes qui justement et de collectivités qui s'engagent. Et ça, c'est important. Si on veut y arriver, ça veut dire il faut avoir de l'impact. Enfin, là, le chiffre que tu as indiqué en intro est encore terrifiant et affligeant qu'on en soit encore là. Si on veut y arriver, c'est ensemble. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut rendre nos villes aussi homogènes. Chez Free2Move, nous, on est prêts à co-construire ces dispositifs avec toutes les collectivités qui seraient prêtes à justement lancer ces dispositifs. La technologie est là, d'autres technologies arrivent. Le télédriving, la voiture autonome, quand ils vont arriver, ça va permettre de disposer le véhicule au bon endroit en face des clients. Ça va permettre à nouveau de désencombrer nos villes parce qu'elles seront au bon endroit. Donc là, c'est clé. L'expertise opérationnelle est là et les usages grandissent et évoluent à folle allure. Donc désormais, il faut aller plus vite en collaborant ensemble. Et en prenant notre temps, donc, pour certains sujets. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Graciane. Oui, merci Karine. Moi, j'avais une question pour rebondir sur vos propos, Élodie Piquant, parce qu'on a beaucoup parlé des grandes villes. On a parlé de Paris, on a parlé de Bordeaux, on a même parlé de Madrid. Il se trouve que la France, c'est quand même 70% de zones rurales. Nous, on est bien placés pour le savoir, puisque voilà, le Pays Basque, c'est une zone de faible densité, avec 110 habitants au kilomètre carré, avec un fort usage de la voiture individuelle, et la particularité aussi d'avoir une zone touristique qui fait des pics saisonniers de demande. Est-ce que dans ce paysage-là, l'autopartage, le modèle de l'autopartage est possible? Et si oui, sous quelles conditions? Alors, chez Free2Move, on a différentes solutions de mobilité. On a l'autopartage, mais également la location traditionnelle. Via Stellantis, on a accès aussi à l'ensemble des concessions du groupe et on met à disposition aussi des véhicules, dont électriques, les plus nouveaux aussi pour tester les nouveaux modèles, directement dans l'ensemble des régions. Donc déjà, on a toujours une proposition et une solution pour l'ensemble des clients sur notre application, quel que soit et partout dans le monde. Après, sur l'autopartage, on y réfléchit et on le travaille justement, parce que ça peut être pas forcément en free floating, en libre service, ça veut dire de pouvoir prendre un véhicule d'un point A à un point B. Parce qu'opérationnellement, ça veut dire qu'il faut vraiment une bonne balance entre l'offre et la demande pour pouvoir redisposer le véhicule au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'on y travaille, qu'on regarde d'un point de vue data. Et ce qui est possible, c'est justement d'ouvrir des villes de manière plutôt en station base. Ça veut dire de pouvoir avoir juste en boucle fermée, le véhicule va revenir à cet endroit. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être possibles. Et après, également, peuvent être de manière saisonnière. Et ça, tout est possible. Et d'ailleurs, on travaille avec différentes villes qui ne sont pas que les capitales des grandes villes, des différents pays. Et aujourd'hui, je pense qu'on annoncera prochainement aussi de prochains lancements plutôt saisonniers dans les prochains mois ou à venir. Je rebondis.
On travaille, aujourd'hui, les autorités du niveau transport, hein, ce sont les régions, mais les départements mettent en œuvre toutes les infrastructures, et toute cette question d'adresser les territoires dans leur diversité est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, l'effort est fait principalement sur les grandes métropoles, sur les grandes villes, puisqu'en fait, c'est là qu'on a un impact le plus fort. On parlait d'abord de décarboner les flottes de transport, hein, c'est le même sujet. Et donc aujourd'hui, on est sur les questions de transformation effectivement des mobilités dans les territoires. Et en fait, on se retrouve dans la même situation que ce qui s'est passé autour de cette table ronde, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être la somme de solutions absolument diversifiées et créatives qui va permettre de répondre à cette problématique des transports dans les territoires. En général, ce sont des gens qui ont moins de moyens, qui sont loin de leur travail, qui travaillent souvent à des horaires décalés, qui ont besoin de rejoindre les métropoles pour travailler. Et donc, en fait, on sait aujourd'hui, pour travailler sur ces sujets, nous, on travaille par exemple sur le schéma directeur des mobilités de la Gironde, qui est le plus grand département métropolitain de France. Et en fait, on travaille avec carrément les usagers pour voir, en fait, le modèle possible. Il y a des modèles associatifs, des modèles d'entraide, il y a des modèles orientés sur le digital, et c'est la combinaison de l'ensemble de ces solutions, rail, route, mode actif, numérique, digitaux, qui vont permettre en fait d'aller à chercher et créer des mobilités différentes dans les territoires, mais c'est un défi qui est devant nous. Très clairement aujourd'hui, c'est le parent pauvre des mobilités du quotidien. Et on a un sacré défi à relever tous ensemble là-dessus. A priori, on est les derniers. Le seul truc, c'est quand on nous met dehors, je suis obligée de vous dire au revoir. Je ferai rapide dans ce cas, et parce que moi, je voulais rebondir aussi sur votre intervention concernant les territoires ruraux. Puisque du coup, moi, je viens du Finistère Nord, pas très loin de Locmaria-Pouzané. J'y étais la semaine dernière. Et en fait, ce qui me surprend un peu, effectivement, c'est que vous parlez pas des bus et des cars. Et en fait, aujourd'hui, nous, effectivement, on a une grosse population qui est tributaire du véhicule, hein, et qui n'a pas forcément cette culture du partage du véhicule, mais qui néanmoins a besoin en fait du véhicule pour se déplacer, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout de schéma de car ni de bus. Et donc en fait, voilà, dans le Finistère, on est quand même assez bien placé pour être sur ces problématiques-là. Et donc du coup, peut-être que vous avez une réponse, parce qu'effectivement, il y a eu un moment, il me semble, hein, qu'il y avait des initiatives qui allaient sur ce terrain-là. Néanmoins, aujourd'hui, des réponses qu'on a pu avoir, c'est que les cars parfois ont du mal à se remplir. Mais effectivement, pour le cas de Brest, hein, puisque j'utilise quand même régulièrement le car pour rentrer en milieu rural. Et à Brest, typiquement, vous avez 2 horaires. Donc en fait, si vous venez de Paris, vous voulez rentrer chez vous en car, vous en avez un à midi, puis vous en avez un autre à 17h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, est-ce que les cars du coup ne sont pas une solution? Je ne sais pas, hein, peut-être c'est un petit peu ça le propos. Ou est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus? Donc ça, c'était mon premier point. Et mon deuxième point, juste, je voulais simplement rebondir sur le slow logistique, parce que je trouve ça très intéressant. Et vous avez mentionné donc les derniers kilomètres ou les derniers mètres. Donc ça, c'est une question peut-être plutôt pour FM Logistique et le port de Bayonne. Quid de l'initiative, hein, du transport à la voile, donc puisque bien que pour le moment c'est un petit peu un marché de niche, aujourd'hui on a 2 cargos voiliers, hein, qui ont été financés et un peu médiatisés dernièrement, donc d'une entreprise qui se situe au Havre, qui s'appelle TOT, qui justement commence à faire des transatlantiques. Donc effectivement, c'est 18 jours, hein, pour traverser, et aujourd'hui il y a 1200 tonnes de capacité, me semble-t-il. Mais voilà, il y a quelques initiatives comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos schémas de développement, vous intégrez le transport de marchandises à la voile? Alors, je vais répondre sur la partie des bus. Si d'autres veulent compléter, n'hésitez pas. Et je vais juste rebondir tout de suite sur la question du transport à la voile. Pour l'anecdote, ou plus d'ailleurs, Airbus a fait la partie transatlantique du module qui est aujourd'hui le module expérimental, qui est parti avec la navette
européenne, le module a traversé l'Atlantique en bateau à voile dans un des bateaux aménagés spécifiquement. Donc ça, c'est la première chose. Concernant les bus, en fait, effectivement, il y a une vraie difficulté, puisqu'en France, comme je le disais juste avant, pour mettre en place des bus publics, il faut qu'ils soient rentables. Il faut qu'ils soient rentables. Alors, on ne parle pas de rentabilité financière, on parle de rentabilité d'impact. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un bilan socio-économique et on vérifie que ça marche. Et donc, effectivement, c'est compliqué de rajouter des bus. Par contre, aujourd'hui, ce qui est exploré réellement, alors c'est exploré alors dans les Pays de la Loire, pas en Bretagne, encore moins en Finistère, par exemple, mais c'est exploré dans plusieurs régions de France. Il y a des solutions, en fait, de navettes autonomes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça ressemble plus en transport à la demande qu'à un transport collectif. Puisqu'en fait, il faut aller ramener les gens chez eux et qu'il n'y a pas d'effet de station où on peut regrouper des gens. Donc en fait, la question, et ce que regarde la SNCF et d'autres transporteurs, c'est d'avoir sur les derniers kilomètres des navettes autonomes qui sortent finalement du faisceau de transport en commun, de transport en site propre, pardon, pour ensuite faire la desserte à la demande des gens. Donc ça, c'est une expérimentation. Par exemple, on accompagne la SNCF Innovation sur une ancienne voie ferrée qui relie Nantes à Carquefou et où il y a un test qui est en cours pour faire ce type de choses. Donc dedans, il y a un carrefour parce qu'il faut franchir des voies réelles avec des vraies voitures pour vérifier si ça marche. Il y a une station pour voir comment ça se met à quai. Et ensuite, à terme, il y aura une expérimentation de sortie de sites autonomes. Et donc, comme ça, il y a un certain nombre de tests de véhicules autonomes en France. Et ce sont des véhicules tout petits pour transporter 8-10 personnes. Ce sont des petites navettes qui répondent du coup au territoire. Et du coup, ça répond aussi à la question de moins de personnes pour piloter, puisque c'est des véhicules autonomes, et donc ça réduit le coût, et du coup ça rend la chose possible. Donc effectivement, il y a encore un peu de travail, de recherche, de réglementation pour arriver à avancer sur ce sujet, mais bien sûr c'est un objectif collectif d'arriver à résoudre ce problème. Alors je passe la main, je ne sais pas quel de vous deux. Juste un tout petit commentaire, parce que c'est donc c'est pas une bonne expérience, mais c'est vraiment un sujet que j'aimerais craquer justement par rapport à votre question, qui est justement les employés quand on est sur des zones industrielles. Puisque nous, on a 3000 salariés, on a une 60aine de sites sur des zones industrielles, pas toujours accessibles en transport en commun et dans des horaires compliqués. Et c'est vrai que c'est une ambition, c'est aussi de réfléchir différemment les contraintes qui nous sont imposées, par exemple sur la loi L'Homme, où on ne peut pas équiper tous nos parkings de bornes pour tous les salariés, les coûts sont absolument exorbitants, mais où il y a une vraie réflexion sur la réinvention justement du public et privé dans ces projets-là, pour se dire, moi je suis affolée quand je vois tous les parkings fermés de toutes les entreprises dans les zones industrielles, alors qu'on doit maintenant réfléchir à probablement des parkings collectifs, à des zones de covoiturage. Donc il y a une réinvention aussi des investissements et des subventions associées en fait à ces projets-là. Il y a une vraie fracture dans les territoires en France, très clairement, entre la ville et la campagne, une inégalité sur ce sujet. On sait que c'est un défi qui est devant. Et je pense qu'il va falloir faire preuve d'une grande créativité et d'une grande coopération sur ce sujet. Je passe la main sur le deuxième sujet. Je peux peut-être donner quelques exemples sur ce sujet-là quand même, parce que effectivement, nous, en termes d'expertise, on est un acteur du fret, donc de la mobilité des produits plus que des personnes. Ceci étant dit, si j'enlève l'empreinte carbone transport de FM Logistique, le premier autre poste d'émission, c'est le déplacement des collaborateurs. Donc forcément, c'est un gros sujet de travail. Parce qu'en plus, effectivement, on a parlé de Madrid, de Paris, parce que les volumes étant énormes sur le dernier kilomètre, c'est là où beaucoup de choses se passent. Mais il faut imaginer un site logistique, en moyenne, c'est 300 collaborateurs qui prennent tous les jours leur voiture pour venir, parce que nous, étant des plateformes larges, multi-clients, en moyenne, c'est 80 000 m², on est dans des territoires très éloignés, même des villages. Donc on est souvent vraiment dans des zones très reculées et c'est un énorme enjeu. Donc voilà, donc c'est à peu près le même. Et donc je peux vous dire deux des sujets qu'on a mis en place. Le premier, donc il y a ce travail avec les collectivités où il faut qu'on arrive à créer des lignes de bus, au moins depuis le bourg le plus proche, pour essayer de rapprocher les collaborateurs. Et il y a quand même de plus en plus de villes qui sont OK. Nous, on est capable aussi, on joue le jeu d'adapter, parce qu'on a c'est ce qu'on appelle des horaires postés, c'est-à-dire que les gens commencent tous à la même heure. En tout cas, c'est pas comme les heures de bureau où on a une petite flexibilité. Donc on essaye de se dire des fois qu'on est d'accord, de se mettre d'accord avec la ville sur choisir l'heure de départ pour que les gens arrivent. Donc ça, il y a un travail même RH et planification à faire, mais c'est possible, on l'a fait. Et l'autre sujet qui a très bien marché, et bien plus que je l'aurais imaginé, on a mis en place une application de covoiturage. Donc pour pas les nommer, enfin pour les nommer, Carrosse, parce qu'on a très bien travaillé avec eux.
Pareil. Voilà, très bien travaillé avec eux. Honnêtement, ils ont été vraiment beaucoup dans l'accompagnement. Ce qui a été fait, c'est que donc FM Logistique prend en charge le coût de l'application en lui-même, tous les fonctionnements, etc. et met à disposition des collaborateurs. Et donc pour les collaborateurs, en fait, on s'est dit, on est quand même dans un territoire où c'est sûr que les gens vivent à côté. Au bout d'un moment, on ne va pas faire des centaines de kilomètres pour venir sur une plateforme logistique. Et on s'est rendu compte, déjà, ça a été énorme. Je ne peux pas vous donner un chiffre parce que ce serait un peu stupide, parce qu'en fonction des régions, c'est très différent. Mais il y a des sites où on s'est mis à avoir 30% des collaborateurs qui se sont mis à covoiturer. Et donc, au-delà de l'impact environnemental qui est gigantesque, il y a un impact surtout social et économique qui est énorme. En moyenne, pour le coup, c'est 50 € de gain par mois par collaborateur. Et donc, c'est du win-win-win qui est... Enfin, juste fantastique. Nous, ça nous a permis, on a aussi un problème d'engorgement des parkings. Les personnes arrivent ensemble, elles repartent ensemble. C'est pareil, on a pris le pari de se dire, on est OK de changer, par exemple, les gens d'équipe s'ils vivent à côté pour qu'ils puissent démarrer et terminer en même temps. Et en plus, il y a une solution que je trouve géniale, une assurance qu'on a pris dans l'application. En cas de, parce qu'il peut arriver que par exemple la personne qui conduit l'autre ait un, je sais pas, enfant malade, un problème et qu'ils doivent partir. Et donc nous on a l'assurance taxi qui ramène le collaborateur chez lui en cas de problème last minute. Et je crois qu'on a eu qu'une fois à l'utiliser en 2 ans cette assurance. Donc en fait c'est un faux problème, mais au moins mentalement on enlève la barrière. Mais c'est à la fois un enjeu social et un enjeu environnemental. Et effectivement, vous parlez des fractures. Dans ces zones très reculées, on a besoin... C'est aussi un enjeu, et après je m'arrête, mais on ne parle pas assez de social, donc ça m'enthousiasme. C'est aussi un enjeu énorme parce que nous, on fait partie en logistique, on est aussi parfois la première opportunité d'emploi pour un tas de publics non qualifiés. Mais parfois, quand on n'a pas la qualification, on n'a pas non plus le permis et on n'a pas non plus les moyens de s'acheter un véhicule. Et donc, fournir ce genre de solution, c'est aussi réduire la fracture sociale des territoires, et je trouve que c'est essentiel. Et honnêtement, au départ, on faisait ça parce que ça faisait du sens, même mathématiquement, par rapport à l'empreinte carbone. Et à la fin, je pense que c'est une des meilleures actions sociales qu'on ait mis en place sur les 3 dernières années. Nous, je dois dire qu'une des meilleures expérimentations qu'on ait en cours, ce sont les vélos électriques de fonction pour tout le monde. Ah oui, bon, on a mis ça en place aussi. Et alors, c'est incroyable parce que le passage au vélo est vraiment important. On le fait sur une de nos régions. Et j'espère que ça va démontrer que c'est extrêmement positif et qu'on pourra le développer, mais également dedans il y a l'assurance vol, il y a l'assurance réparation, il y a l'intégralité du package pour que les gens fassent le passage, je dirais, qui est difficile. On les accompagne, on met des douches, on met des vélos sécurisés, on garde les vélos dans les bureaux pour les week-ends s'il y a besoin. Enfin voilà, il faut un package pour ramener les gens à changer, parce qu'en fait, pour résoudre cette fracture, effectivement, il va falloir qu'on offre des solutions qui sont vraiment différentes et qu'on rentre dans des coopérations très importantes. Là, c'est une coopération entre les salariés, finalement, dans ce cadre-là, et les entreprises. Après, il y a des coopérations entre, évidemment, les exploitants de systèmes de transport et les entreprises. Donc, c'est vraiment le système coopératif qui fonctionne là-dessus. Juste une anecdote. Les Bretons sont formidables, mais les Alsaciens sont exceptionnels en termes de je ne suis pas du tout alsacien. C'est un industriel alsacien où il y a un tissu de village très important en Alsace et les gens sont assez proches les uns des autres. Et en fait, il y a plus de 20 ans, donc en fait, ils n'ont pas attendu les applications numériques. En fin de leasing, ils rachetaient les voitures des commerciaux et ils les mettaient à disposition des salariés avec une seule condition, c'est qu'ils soient 4 dans la voiture et qu'ils organisent leur petit trajet de bus. Voilà. Il y a 20 ans de ça. Bravo les Alsaciens, qui font aussi la consigne de verre. Un peu de voile sur les bateaux, pour finir. Je vais faire très vite parce que on va j'ai vous libérer. beaucoup parlé. Mais oui, à la question de savoir si c'est un sujet sur lequel on travaille, la réponse est oui. On y travaille de 2 façons, soit pour faire du transatlantique, et on travaille notamment avec la société Vela, qui est en train de construire ces bateaux et dont le siège est à Bayonne, et donc dont un des associés, François Gabard, que vous connaissez. Et donc on travaille avec eux, mais c'est pas parce que le siège est à Bayonne que le bateau partira de Bayonne si la marchandise vient de Paris. Il faut qu'on soit logique. Si après on fait transporter la marchandise de Paris jusqu'à Bayonne pour qu'elle aille aux États-Unis, l'impact sur l'environnement, il sera pas bon. Donc s'il y a des produits qui peuvent être transportés depuis Bayonne, et on y travaille là aussi, ça partira de Bayonne. Sinon, si c'est du cognac, ça partira de La Rochelle. Si c'est des produits de luxe, ils sont fabriqués à Paris, ça partira d'Honfleur ou je ne sais où. Bref, il faut qu'on garde la logique jusqu'au bout. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est on travaille aussi sur du cabotage pour la voile. Le cabotage, c'est quoi? C'est un bateau qui s'arrête dans plusieurs ports et qui peut faire toute la côte et qui peut
être une réponse aussi, soit au niveau régional, soit au niveau interrégional, aux camions. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on travaille. Ce n'est pas simple à mettre en place. Ce sont des volumes qui sont plus réduits, mais ça peut avoir beaucoup de sens, donc on y travaille. Je vous remercie vraiment et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée qui a été studieuse de ce que je vois pour ceux qui sont encore là. Donc merci à tous.